Salut, c'est Pierre, c'est pour le Café Crayon. J'ai ouvert un livre et ça s'appelle Les services secrets chinois de Mao à Xi Jinping. Ça a été écrit par Roger Faligot, édité en premier lieu en 2008 et réédité de temps en temps jusqu'en 2015, avec les ajouts de chapitres nécessaires. C'est donc un livre qui nous raconte l'histoire des services secrets chinois modernes, tels qu'ils ont été créés du 20e, entre le 20e et le 21e siècle. Le livre nous présente l'histoire des services secrets chinois de manière plus ou moins chronologique. À titre personnel, j'ai repéré 5 grandes périodes de l'histoire chinoise et de ses services secrets. En l'occurrence, Yan'an, la période, le lieu où le Parti communiste chinois s'était replié après certaines déconvenues face au Kuomintang, les troupes nationalistes. Donc une période qui recouvre de 1935 à 1948. Euh, Ensuite de ça, cette période-là est suivie par la révolution culturelle de sinistre mémoire en Occident et qui couvre la période 66-76. Une période qui est terminée par l'annonce par Deng Xiaoping des 4 modernisations annoncées en 1978 qui allaient à l'encontre et où poursuivaient les modernisations commencées plus ou moins sous la révolution culturelle. Euh, une période ensuite qui nous mène jusqu'à les événements, même chose de sinistre mémoire, sur la place Tiananmen en 1989, en gros une espèce de version moins sympa de 1960, de mai 68, du mai 68 à la française, donc une contestation par la jeunesse chinoise du système sclérosé tel qu'il existait en Chine, donc un système qui était chapeauté par les rescapés de Yan'an et de la Longue Marche, un petit peu de la même manière que en 1968, les jeunes Français se plaignaient d'un système très sclérosé euh, sous De Gaulle. Voilà, une période de 1989 qui se termine peu ou prou avec le sacre de la Chine moderne, avec les JO de 2008. Voilà, donc on a ces 5 grandes périodes. Alors il a fallu que je fasse ce découpage-là, histoire de faire un rappel, mais bien entendu, ce n'est pas le cœur de l'ouvrage, qui est donc dédié aux services secrets spécifiquement et à leurs différents services et leurs différentes déclinaisons. Alors, dans les grandes lignes, les services secrets, les services de renseignement chinois tournent autour d'un tabouret à 3 pieds, dirons-nous, avec les services du Gonghanbu, les services de sécurité de l'État, le Kuohanbu, qui est donc les services civils de renseignement extérieur, et l'APL2, le système de renseignement de l'armée populaire de libération, le deuxième bureau de l'armée populaire de libération. Par ailleurs, il y a également beaucoup d'organes différents, mais je pense en particulier à Xinhua, l'agence Chine Nouvelle, qui sert aussi de renseignement et d'organes dans cette optique-là, mais également le CICIR, qui n'a pas donc d'initiale particulièrement bien établie, qui est donc l'Institut de recherche contemporaine internationale. Donc entre le Gonghanbu, le Kuohanbu, l'APL2, l'agence Chine Nouvelle et le CICIR, on a un aperçu global des services tels qu'ils existent de nos jours. Alors, le Gonghanbu, la sécurité d'État, littéralement la Stasi, est donc héritière de différents services qui se sont succédés. Euh, donc des services qui au départ servaient à surveiller l'intérieur même du Parti communiste chinois à une époque où il n'était pas encore l'État chinois, on y reviendra.
Le DAS, le service des affaires sociales, la division des affaires sociales qui servait à espionner les personnels, les personnes à l'extérieur du PCC globalement. Donc un système, un système qui s'intéresse donc au renseignement intérieur, un peu de la même manière que les RG à la française. Donc c'est le service central, le service en tout cas de départ du Parti communiste, en tout cas historiquement, puisque celui-ci, le service de renseignement du PCC, était avant tout né contre l'ennemi intérieur au sein du PCC et l'ennemi intérieur au sein de la Chine où se tenaient les affrontements de l'époque. Le Kuomintang, qui est donc les services de renseignement civil extérieur, dont les frontières sont très difficiles à trouver puisque cela change selon les pays et limite les saisons. En l'occurrence, on a, comme tous les autres services de renseignement, on a un système qui se compose de cercles concentriques aux limites extrêmement floues, c'est-à-dire que tout individu peut potentiellement être un informateur, un agent d'information pour la Chine, pour les services officiels de renseignement chinois. Ça se voit notamment à travers les logiques de poisson de grand fond. L'auteur n'explique pas la nature, l'origine de cette expression, mais c'est un concept assez important. L'APL2 est donc le système de renseignement militaire à travers lequel, au fur et à mesure du livre, on voit l'interpénétration des systèmes donc publics, des services publics entre guillemets chinois, interpénétrés donc avec le privé. L'aspect type étant le fait que la recherche et le développement public, dans le domaine technologique en particulier, est beaucoup chapeauté par le Parti communiste chinois, et à l'intérieur de ce Parti communiste chinois, non, ce n'est pas une erreur de ma part, le renseignement et la recherche telle qu'elle est effectuée par l'APL2. Alors l'APL2 donc qui fait ce renseignement-là, qui injecte son argent et ses efforts dans le système privé à la chinoise, un petit peu de la même manière qu'une forme de capitalisme de connivence à la française, et qui trouve son écho dans la Costinde, qui est plus ou moins l'équivalent de la DARPA chinoise. La Costinde, donc, qui est le pôle recherche et développement de l'armée populaire de libération, qui fait une grande partie de son travail par le cannibalisme des systèmes, des systèmes et des technologies attrapées entre guillemets à l'extérieur, et qui vend d'ailleurs ces technologies par l'intermédiaire du CIEC, CEIEC. C'est donc une illustration de cette interpénétration entre le milieu privé et le milieu public par l'intermédiaire, pour le coup, de l'armée. Pourquoi parler de la Chine telle qu'elle existe actuellement sans parler de l'agence Chine Nouvelle? Donc l'agence Chine Nouvelle, en fait, assez naturellement, est par définition un service de renseignement, puisque c'est un service de journalisme proche, dans ses missions de départ, de l'AFP française, sachant qu'une bonne partie des renseignements qui sont, ou même tout simplement des articles qui sont créés par les correspondants
de l'agence Chine Nouvelle ne sont pas publiés, en tout cas pas publiés officiellement à l'extérieur des services. Car oui, une partie du travail, j'oserais presque dire la moitié du travail de l'agence Chine Nouvelle, est de publier des revues internes aux services de renseignement et aux services gouvernementaux, donc des gazettes internes qui publient les articles tels qu'ils ont été produits au départ, mais jamais publiés pour le public. Donc c'est vraiment publié uniquement pour les services gouvernementaux. Xinhua est aussi l'agence Chine Nouvelle, hein, c'est la même chose, est aussi un organe d'action et pas seulement entre guillemets, de témoignage, puisque c'est aussi un organe qui permet de faire plus ou moins de l'agit-prop en laissant filtrer des informations. L'exemple type étant l'affaire des frégates de Taïwan, dont une partie des informations était distillée au public par l'intermédiaire donc de l'agence Chine Nouvelle, dont une partie d'ailleurs des agents dans les années 60-70 servait aussi à piquer au vif, entre guillemets, à aider et à agiter certaines initiatives, en particulier en Afrique et en Amérique du Sud, des initiatives pro-maoïstes et plus ou moins anti-soviétiques. Donc on a affaire quand même à un organe qui est assez important, un organe de soft power, comme on dit en bon français, de la Chine. Le CICIR, l'Institut des recherches contemporaines internationales, est également un organe extrêmement important puisque il est notamment focalisé sur l'exploitation et la compilation d'informations ouvertes. Alors les informations ouvertes, ce sont tout simplement les informations telles qu'elles sont diffusées dans les différents journaux internationaux. D'une certaine manière, la création du CICIR en 65 peut rappeler, en tout cas moi ça me rappelle, l'initiative de la création de la CIA et de certains de ses organes à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, puisque la Chine souffre un peu à la manière des États-Unis de ce que j'appellerais le syndrome grand pays. Alors qu'est-ce que c'est le problème des grands pays ? Le problème des grands pays, c'est qu'ils n'arrivent pas à se figurer ce qu'est un autre pays. Il y a une espèce de forme d'autisme culturel par rapport aux autres pays. Donc pour les États-Unis, il y a eu une prise de conscience à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale du fait que les Américains n'avaient pas compris avant le déclenchement des hostilités ce qui était en train de se passer de l'autre côté de l'Atlantique. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas compris, et notamment qu'il y avait une ignorance des faits culturels dans les autres pays. D'une certaine manière, le CICIR est une manière de compenser cela, puisque c'est un service qui est tout entier dédié à l'analyse des informations ouvertes et de ce qui se passe actuellement dans le monde. Le titre le dit assez bien, Institut des recherches contemporaines internationales, on est vraiment là-dessus. Donc un gros travail de compilation, et eux aussi font publier des revues internes qui expliquent et qui synthétisent une grande partie du renseignement tel qu'il est envisagé, tel qu'il est trouvé et compilé en Chine. Globalement, les points qui m'ont le plus interpellé au fur et à mesure du livre, c'est cette forme de colbertisme dans le domaine de la recherche et du développement, puisque à l'époque des 4 modernisations, à partir en gros de la fin des années 70 et du milieu des années 80, le gouvernement chinois a décidé de divorcer et de couper les ponts avec une grande partie de ces entreprises et des entreprises privées. Alors non seulement ça a permis d'assainir l'industrie et l'économie chinoise, et de réduire la corruption une fois de plus à la chinoise, j'y reviendrai, mais cela aura permis également de masquer ensuite
par rebond les liens qui existent entre le gouvernement chinois et les différentes entreprises privées. Ce qui fait que ça masque complètement le fait que, dans la réalité, 55% officiellement, 55% de l'argent qui est investi en recherche et développement en Chine est de l'argent gouvernemental. Il est inutile de préciser que les 45 autres pourcents sont probablement, pour l'essentiel, d'origine et d'initiative gouvernementale également, même si ça se voit moins. Donc on a vraiment l'ensemble de l'économie chinoise qui est pilotée par l'État, par le Parti communiste chinois, par l'intermédiaire notamment de ses services de renseignement et de son armée. Donc les services de renseignement en ce qui concerne le fait d'obtenir les informations, informations technologiques, techniques, voire d'ailleurs économiques, et sur son volet de production avec l'APL et la maîtrise des technologies et des ventes de matériel, que ce soit en Afghanistan dans les années 70 ou d'autres technologies, comme par exemple les technologies d'interception de signaux tels qu'ils sont en train de s'installer en Afrique, et pas seulement à travers Huawei, qui est une excellente illustration de cette interpénétration entre le public et le privé, puisque Huawei a été fondé par un ancien de l'APL2. Je crois que c'était le numéro 2 de l'APL2, qui est parti de l'armée populaire de libération pour fonder Huawei. Donc on imagine l'indépendance d'un tel système par rapport aux instituts gouvernementaux. L'autre aspect qui est très intéressant, c'est cette focalisation de l'ensemble des services sur l'information ouverte. L'information ouverte, c'est les informations qui transpirent toutes seules, entre guillemets, du monde entier, que ce soit à l'intérieur de la Chine ou à l'extérieur. C'est-à-dire que une bonne partie du travail de renseignement, et je pense qu'effectivement c'est quelque chose de très important sur lequel se focaliser, c'est surtout le fait d'être capable et d'avoir la puissance en nombre d'hommes pour compiler, synthétiser l'ensemble des informations, et notamment les informations ouvertes, celles qui arrivent quasiment gratuitement, toutes seules, dans votre bec. Une illustration de l'information ouverte, c'est une anecdote qui date des années 70-80, un article du Télégramme de Brest, où les artificiers des services militaires se plaignaient d'être actuellement, je parle des années 70-80, d'être actuellement en train de faire les 3-8 et que c'était très compliqué parce que c'était très dur pour les pauvres ouvriers. Donc fondamentalement, c'était un article qui était en train de dire que les sous-marins lanceurs d'engins étaient en train de faire une révision complète de la totalité de leurs missiles et de leurs propulseurs. Et quand on est un sous-marin, un propulseur d'engin, et qu'on est en train de faire une révision de tous ces missiles, ça veut dire qu'on a planifié à plus ou moins court terme de les balancer sur quelqu'un. Ce qui est quand même une information qui est quand même assez importante et assez stratégiquement puissante. Donc voilà, c'est une illustration, alors l'anecdote est personnelle entre guillemets, mais c'est une illustration de la puissance de l'information ouverte, par opposition à l'obtention d'informations moins ouvertes, plus difficiles à obtenir. J'ai parlé un petit peu plus tôt du fait que les agences de renseignement, toutes les agences de renseignement, fonctionnent par cercle concentrique avec des limites qui sont extrêmement floues. Alors ça vient tout simplement de l'histoire de la création de tous ces services de renseignement qui globalement font écho
à, au final, des systèmes de résistance, des organisations de type résistance dans les années 20, les années 30, en Chine même. C'est-à-dire que à l'époque, voilà, on a affaire à des réseaux qui sont décrits en partie dans La condition humaine par Malraux, livre que je n'ai pas lu. Malheureusement, je n'ai pas été très sensible à cette manière d'écrire. Euh, mais on a des réseaux qui sont extrêmement flous, qui sont très interpersonnels d'une certaine manière, et notamment à travers l'utilisation de ce que l'on appelle les poissons de grand fond. Alors les poissons de grand fond, qu'est-ce que c'est? Concrètement, ce sont les nationaux chinois infiltrés en tout bien, tout honneur, d'une certaine manière, dans des services à l'étranger, que ce soit des services scientifiques, donc dans des laboratoires qui soient universitaires ou privés, ou dans le domaine économique. Et au final, ces poissons de grand fond vont communiquer leurs informations, alors des informations qui ne sont pas systématiquement ou nécessairement sensibles, secrètes, mais donc des informations qu'ils vont communiquer extrêmement régulièrement au restaurant, oui, avec des personnes, soit embauchées directement par le gouvernement, les services de renseignement extérieur, soit des personnes qui elles-mêmes ne sont pas véritablement embauchées par les services de renseignement chinois. Et l'exemple type étant le petit étudiant ou la petite étudiante dans un laboratoire privé qui va faire filtrer des informations, qui va faire sortir des informations, j'insiste, pas nécessairement sensibles ou véritablement secrètes, mais stratégiques en tout cas, et qui va donc tout raconter à ces services qui ensuite par rebond vont revenir aux oreilles du centre de cette toile qu'a dessiné le service de renseignement chinois. Un grand classique aussi, c'est le pouvoir attractif chinois, qui au final est une traduction plus ou moins heureuse de ce que l'on appelle habituellement le soft power, qui est donc ces manières en fait d'utiliser ces différentes relationnels chinois, que ce soit à des niveaux individuels ou à des niveaux plus importants. Le classique étant effectivement dans les milieux économiques et techniques, donc avec une importance commerciale extrêmement importante. Par exemple, ce qui va être décrit dans le livre, c'est cette manière qu'ont les Chinois de privilégier des contacts très longs et de faible intensité. Donc les relations interpersonnelles vont se nouer sur plusieurs années, avec à un moment, par exemple, le fait de proposer à soit un commercial, soit un universitaire, de venir en Chine, faire un colloque, accompagné éventuellement d'une visite du pays, pour ensuite améliorer donc la relation entre les personnes, pour ensuite obtenir des informations. J'ai déjà insisté là-dessus, qui ne sont pas nécessairement sensibles ou particulièrement cachées, mais qui peuvent être extrêmement importantes. Sachant que l'autre volet du pouvoir attractif peut être aussi la séduction, hein, un classique dans le domaine de l'espionnage, que ce soit par une dame ou éventuellement un monsieur. On a tout un chapitre qui s'intéresse à Bernard Boursicot, donc l'ensemble du chapitre 9, une affaire qui avait particulièrement secoué la France et les Français. Alors sans rentrer dans les détails de cette affaire spécifique de M. Boursicot,
il y a effectivement, ces sujets-là sont importants dans le sens, pour la France en tout cas, dans le sens où la France peut être parfois extrêmement naïve dans ses relations internationales. Alors c'est le cas d'un petit peu tout le monde, dans le monde entier, mais particulièrement avec la France, puisque les Chinois surfent sur une amitié franco-française qui est basée sur une attirance mutuelle qui existe depuis le XVIIe siècle et qui s'est confirmée en 1964 avec le choix de Gaulle d'admettre la Chine dans le concert des nations. Euh, mais globalement, on a, et notamment, on a aussi une naïveté de la part des des milieux universitaires, notamment depuis le maoïsme des années 60 et de tout le petit milieu gauchiste parisien qui s'était développé à cette époque-là et qui continue à avoir une influence jusqu'à maintenant, euh, mais également la naïveté extrêmement classique et extrêmement courante à travers le monde qui est euh, la naïveté économique de vouloir pénétrer un marché d'1 milliard de consommateurs. Euh, L'exemple de Wahaha qui a collaboré avec Danone dans les années 90 pour finalement en obtenir l'essentiel des méthodes, des méthodologies et des méthodes de production euh, pour que finalement Danone soit quasiment évincé du marché chinois, illustre à quel point il est illusoire de vouloir pénétrer le marché chinois par l'intermédiaire des entreprises chinoises qui elles-mêmes sont pilotées par les gouvernements centraux, et ce de manière très solide, très dure. Un autre aspect important sont les Quanxi, qui est donc la manière de développer des liens entre personnes à la chinoise. Alors en l'occurrence, les relations interpersonnelles ont depuis longtemps été chapeautées par le confucianisme. Alors au centre du confucianisme, l'un des centres du confucianisme, c'est la logique de Zhen, une notion qui s'écrit donc R-E-N, pardon, qui est la manière de bien se comporter pour un homme, un gentilhomme. Alors, en voyant ça de loin, on s'imagine un gentilhomme très rabelaisien, un homme complet qui est égal dans ses relations avec les autres. Cependant, en creusant un petit peu, on voit que le jeune confucéen, c'est une manière très concentrique de gérer les relations, où en fait, plus une personne est éloignée de soi, plus on peut se permettre d'être désagréable, voire pire, avec lui. Du coup, ça fait qu'on a affaire à des relations, des échelles sociales qui sont extrêmement complexes en fait, parce que non seulement on va se comporter d'une certaine manière avec les personnes qui sont au-dessus de soi, mais aussi et surtout de multiples manières selon l'échelle sur laquelle se trouvent ces personnes au-dessus de soi, mais c'est également le cas envers les personnes qui sont en dessous de soi. Ce qui fait que chaque individu se retrouve plus ou moins à être responsable de fabriquer ces différentes échelles, car oui, on est sur un système qui est quasiment féodal, mais qui se caractérise par la multiplicité des échelles sur lesquelles on peut être. Alors, si on imagine non plus l'image de l'échelle, mais l'image d'un fil qui serait tendu, et avec l'individu étant plus ou moins haut sur ce fil-là, en réalité, on n'a pas vraiment, dans les logiques chinoises, un seul et unique fil sur lequel se situer. En fait, on est soi-même l'entrelac de beaucoup de fils qui se mêlent, avec une société chinoise qui ressemble peu ou prou à une dentelle extrêmement complexe par opposition à un système féodal figé. La corruption à la chinoise d'ailleurs se base un petit peu là-dessus et n'est pas réellement une corruption
moins qu'elle n'est une manière de faire subsister les liens sociaux. Alors, en général, entre acteurs économiques et acteurs, ou acteurs politiques, c'est surtout cela que l'on voit. Mais en fait, la corruption n'est pas fondamentalement seulement une histoire d'argent. C'est aussi une histoire de maintenir les relations interpersonnelles de cette manière-là. En fait, Li Kuan-yi et ce jeune confucéen est le moteur presque unique de la constitution des différents réseaux euh, qu'il mêle les services gouvernementaux de manière la plus officielle, les services gouvernementaux entre eux également, mais également tous les tentacules, entre guillemets, tous les individus qui vont faire remonter les informations au centre de la toile, des individus qui eux-mêmes ne sont dans cette toile que de manière parfois extrêmement indirecte par ces réseaux très complexes qui se dessinent à la fois en Chine même, mais également dans ses extérieurs. Je terminerai sur l'importance des services secrets chinois avec une contradiction d'une certaine manière, c'est-à-dire que dans les différentes balises chronologiques que j'ai notées, il y en a une qui est en 2010 et qui est la tentative d'un coup d'État de la part d'un certain monsieur Bo Xilai et de Zhao Yongkang. Zhao Yongkang qui était une figure importante du service de renseignement et qui de fait en réalité les services de renseignement depuis les années 20, depuis les années 30 est un microcosme sur lequel se base le pouvoir. Avoir le pouvoir dans les services de renseignement, c'est avoir le pouvoir dans le domaine purement politique. Et Zhao Yongkang, qui était également issu d'une élite pétrolière pour le coup, mais d'une élite commerciale plus généralement, s'est investi donc dans le milieu du renseignement et a voulu organiser en 2010, c'est très récent, un renversement du pouvoir, une espèce de révolution de palais qui a vu plusieurs épisodes dans l'ouest du pays, mais également à Pékin même, où la police armée s'est retrouvée, a eu maille à partir, avec la 38e armée qui était là pour protéger Zhongnanhai, c'est-à-dire l'équivalent de l'Élysée chinois. À une période où Xi Jinping n'était pas encore le premier secrétaire du PCC, mais il s'apprêtait à le devenir. En tout cas, c'est ce qui est arrivé, puisque cette tentative de coup d'État par les services de renseignement n'a pas abouti. Donc ça montre l'importance, et ce depuis les années 20 et 30, des services de renseignement chinois, et peut expliquer aussi les décisions plus ou moins récentes de Xi Jinping de rester à la tête du PCC chinois, donc du gouvernement, donc de la nation chinoise, à vie. En tout cas, pour autant qu'on sache actuellement. Voilà. Il ne m'est pas possible, avant de terminer, de ne pas mentionner les cyberguerriers chinois. Les services de renseignement chinois sont très célèbres pour organiser des attaques sur différentes institutions, comme par exemple Google dès 1998, ou sur les ambassades françaises en Chine à l'issue de l'affront que Sarkozy avait fait, qui était de serrer la main au Dalai Lama à un moment quand il était en Allemagne. Donc ces services de renseignement sont héritiers des services d'interception de signal tels qu'ils avaient été mis en place dans les années 30. Donc ces interceptions de signal radio qui étaient destinées à espionner et à rendre compte des communications du Kuomintang. Ce sont donc des services de renseignement qui ont vu
leur spécialité se déplacer, muter à travers l'APL3, qui est donc le service de contre-espionnage et d'interception, d'informations. L'APL3 donc qui a de plus en plus d'importance depuis en gros le tournant d'Internet, en gros depuis le début 95 et après. L'APL3 est donc un service de plus en plus important au sein de l'armée populaire de libération et commence presque à phagocyter l'APL2. Sur un autre volet, également la surveillance d'Internet est devenue extrêmement importante en Chine. À l'issue des JO de 2008, on pouvait s'attendre à une forme de libéralisation, notamment d'Internet. Il n'en a rien été, ça a même été plutôt l'inverse. Même si on peut le comprendre peut-être en partie, ou du moins l'expliquer, par la méfiance du pouvoir vis-à-vis de ce qui n'est pas elle, hein, puisque par rapport à la parenthèse que j'avais faite sur Bo Xilai et Zhou Yongkang qui ont tenté d'obtenir le pouvoir. Donc là, on était sur des querelles fortes interne, mais c'est également une peur de la part des pouvoirs gouvernementaux de se faire renverser par des puissances extérieures. Globalement, les tendances que l'on peut retrouver par la surveillance de l'internet chinois, les tendances sont à se focaliser sur les menaces extérieures, donc que ce soit les démocrates de Hong Kong, les indépendantistes de Taïwan ou les islamistes du Xinjiang. Mais on a également la peur de l'intérieur, comme par exemple les Falun Gong, qui ne sont pas n'importe quoi, puisque en 99, ils s'étaient réunis de manière silencieuse et flippante autour de l'équivalent de l'Élysée chinois. C'est donc toutes ces choses-là qui font que le bouclier d'or, c'est le terme, protège l'Internet chinois de ces sujets-là. Alors, il y a évidemment la population chinoise, notamment la plus jeune, met en place des contre-mesures qui ont en réalité toujours existé, et même avant Internet, qui est tout simplement de coder ces communications comme les Chinois l'ont toujours fait, à travers un argot très imagé, très varié et très dynamique, qui permet de contourner en partie cette forme de censure. Voilà, donc Internet est très surveillé et continue de l'être, notamment vis-à-vis de sa propre population, mais également Internet est aussi une manière pour la Chine d'attaquer et d'agir sur son environnement extérieur. C'était donc Les services secrets chinois de Mao à Xi Jinping, écrit par Roger Faligo. J'en ai fait une présentation tronquée, puisque là le but a été surtout de se focaliser sur les leçons à tirer du livre, mais ce dernier est très lisible, ponctué ça et là de périodes plus narratives, y compris des narrations vécues par l'auteur lui-même durant les 30 voire 40 dernières années. Un livre donc très agréable à lire, malgré la quantité d'informations qui sont distillées au fur et à mesure de l'explication. Un très bon livre que je vous recommande. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie également d'avoir écouté et d'avoir subi cette première revue de lecture. Voilà, vous passerez les inélégances, les répétitions et les hésitations. C'est évidemment un premier jet qui, j'espère, en amènera d'autres. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.